On a tous déjà été influencés par ce petit logo. Il nous donne plutôt bonne conscience quand on est dans le vert, et plus on avance dans l'alphabet, plus on culpabilise à l'achat du produit. Mais en réalité, est-ce que cette notation mérite vraiment l'attention qu'on lui accorde? Je veux dire, est-ce qu'un produit noté A ou B mérite vraiment plus d'être dans notre panier qu'un produit noté C, D, voire E? Installez-vous bien parce qu'on est parti pour une vidéo analyse bien complète comme on les aime. Donc prends tes petites amandes parce que c'est mieux noté que le popcorn, et on est parti. Bon, on va commencer par le début en parlant des origines de ce Nutri-Score. Parce que ce petit score, qui paraît anodin mais qui figure quand même sur une majorité de nos produits, en réalité il a vraiment des origines très sérieuses et qu'il a été instauré en 2014, ou en tout cas l'idée a été émise en 2014 à partir de recherches universitaires. Et c'est 2 ans plus tard, en 2016, que le gouvernement français décide de le mettre en vigueur dans nos rayons pour pouvoir aider à lutter contre les problèmes de santé publique. Jusqu'à là on est d'accord, c'est un objectif très louable. Et puis bon, ils sont peut-être pas perdants dans l'histoire non plus, parce que si tous les fonctionnaires du pays ont le cancer, je pense que le pays coule. Et en parlant de cancer d'ailleurs, 2 organismes majeurs ont soutenu ce projet, notamment le Centre international de recherche sur le cancer et l'OMS. Donc vraiment 2 institutions très sérieuses qui donnent vraiment de la crédibilité au Nutri-Score. Et dans les années qui ont suivi, cet étiquetage il a inspiré d'autres pays en Europe, et pas qu'un seul d'ailleurs, notamment avec l'Allemagne, la Belgique ou encore le Luxembourg, la Suisse également, qui ont instauré ce Nutri-Score par la suite pour aider également le consommateur dans ses choix alimentaires. Ils l'ont instauré, mais pas imposé, ce qui est d'ailleurs d'après moi une des sources de l'échec du Nutri-Score et on va le voir par la suite, l'un de ses points faibles majeurs. Bref, ça a été créé pour nous, les consommateurs, pour qu'on puisse mieux prendre notre santé par la suite, même pour ceux qui ne connaissent pas grand chose à la nutrition. Le problème, c'est que les chiffres sont pas bons. Parce que oui, si on parle aujourd'hui de ce Nutri-Score, vous vous en doutez, c'est qu'on vit pas dans le monde des bisounours et que son effet n'a pas été aussi magique qu'escompté. Ou en tout cas en termes de santé publique. On peut prendre l'exemple du diabète, qui est une des maladies ciblées par l'instauration de ce système. Et concernant le diabète, cette maladie touchait en 2016, date de l'instauration du Nutri-Score, je vous le rappelle, 5% de la population française au total, et 6 ans plus tard, cette maladie touchait 5,3% de la population en 2020. Alors oui, on pourra me dire que c'est pas vraiment significatif et que 0,3%, au final, c'est pas grand chose. Mais le problème, c'est que si on regarde la courbe de ce taux de diabète en France, que j'aurais d'ailleurs mis en description, vous pourrez aller voir dans les liens, on voit que la courbe elle est complètement croissante d'année en année. Et que si on considère une population française de 68 millions de personnes, on a quand même un gain de 200 000 malades en 6 ans. Ce que je trouve quand même non négligeable, parce qu'en plus ça concerne principalement le diabète de type 2, donc celui qu'on développe pendant notre vie par rapport à notre alimentation. D'autre part, pour les maladies cardiovasculaires, on passe de 5,1 millions de malades en 2016 à 5,3 millions en 2021. Et même si oui, j'ai dû croiser mes sources pour trouver ces 2 chiffres et qu'en plus de ça, on a quand même la crise du Covid qui est passée par là et qui a pu mettre en mauvaise santé plus d'une personne, on peut quand même considérer ces chiffres. Je pense que ça reste quand même significatif, surtout si on considère la différence du nombre de malades entre ces 2 dates, c'est-à-dire de 200 000 personnes, et ce même en considérant la croissance démographique de 400 000 personnes entre ces 2 dates. Donc pour ces 2 marqueurs de santé que visait initialement à améliorer le Nutri-Score, on n'est pas trop dans une optique de baisse, mais plutôt d'augmentation au contraire. Alors évidemment, si on regarde le nombre de morts pour ces causes de mortalité là entre 2016 et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est largement en baisse, mais ça c'est plutôt dû au progrès de la médecine et donc pas du tout au Nutri-Score. Et autres tentatives du gouvernement pour améliorer la santé publique. Mais bon, comme il vaut mieux prévenir que guérir, on va essayer ensemble de déterminer aujourd'hui les failles de ce Nutri-Score et qui ont mené d'après moi à son échec partiel voire complet. Alors, je le conçois, l'État n'avait à l'origine certainement pas la prétention de créer un outil parfait pour améliorer les choix alimentaires du consommateur. Mais il y a quand même quelques paramètres dans cette détermination du Nutri-Score qu'on affiche sur les aliments qui sont d'après moi à l'origine de son échec. Premièrement, j'ai déjà mentionné avant, on a la non-obligation de l'afficher sur les produits. Parce qu'évidemment, si on laisse le choix aux marques d'afficher ou non un logo qui soit les avantages, soit les désavantages lorsqu'il sort du verre, tout simplement, elles vont pas s'en priver ou s'handicaper à l'afficher. D'après l'UFC Que Choisir, c'est environ 60% des marques qui l'affichent en France, ce qui est quand même pas trop mal comme score, mais bon, si les marques ne l'affichent pas dans certains cas, c'est évidemment qu'il y a des raisons. Alors, peut-être faut-il prendre la chose de cette manière-là. Lorsque le Nutri-Score est affiché sur un produit et qu'en plus il est bon, là le produit mérite toute attention du consommateur. Mais par contre, si celui-ci n'est pas affiché ou qu'il est dans le rouge, c'est la même chose, il vaut mieux l'éviter ou en tout cas limiter sa consommation de celui-ci. Mais je trouve personnellement que cette manière d'acheter a ses limites, puisque déjà près de la moitié des marques n'affichent pas le Nutri-Score sur leurs produits. Et en plus de ça, en général, lorsqu'il n'est pas présent, ça ne choque pas vraiment le consommateur, qui en moyenne, lorsqu'il prend en compte le Nutri-Score, il est senior, ou en tout cas il a un âge avancé, donc il peut voir presque le Nutri-Score comme un effet de mode, puisqu'il a vécu la majorité de sa vie sur le Nutri-Score tout simplement. Et même si au final cette non-obligation d'afficher le Nutri-Score sur les produits paraît plutôt anodine, en réalité elle ne l'est pas du moindre, et ça on pourrait le voir par exemple en comparant le Nutri-Score avec les logos instaurés en Amérique du Sud. Le Chili, en 2019, c'est le pays qui a le plus haut taux de surpoids au monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là-bas, 74% des adultes sont soit en surpoids, soit obèses, soit près de 3 personnes sur 4. Et chez les enfants, c'est pas beaucoup mieux. Faute notamment au manque de moyens des familles, avec en moyenne des sodas qui sont moins chers que l'eau minérale en bouteille, et en plus de ça, un manque cruel d'éducation alimentaire à l'école. Donc en 2016 est instauré dans ce pays un système de logo qui est obligatoire et qui est affiché sur tous les produits, en gros et en noir, avec 4 sigles possibles. On a le logo riche en sucre, riche en sel, riche en gras saturé ou encore riche en calories. On va le voir après, ça se base sur le même type de paramètres que le Nutri-Score, mais à une différence près, c'est obligatoire. En parallèle de ça, on a également une campagne qui est menée dans les écoles pour mieux éduquer les enfants à l'alimentation. La publicité alimentaire est également restreinte, avec notamment l'interdiction d'afficher des mascottes sur les produits pour pouvoir attirer les enfants. Donc fini le tigre de Frosties par exemple.
Ou encore, on a une taxe de 18% qui est mise en place sur les sodas et les boissons sucrées. Donc oui, hein, ils n'ont pas fait dans la dentelle, et évidemment, en conséquence, les résultats, ils ont fusé, ils n'ont pas tardé. Hein. On a une baisse de 23,7% de la consommation de boissons sucrées en 18 mois. 40% des acheteurs se disent largement influencés par ces logos lorsqu'ils font leurs courses. Et enfin, le public le plus influençable, les enfants, est enfin sous une bonne influence. Pas celle de Tigrou. Et donc le pays est vraiment sur la voie de l'amélioration de la santé publique. Mais alors qu'est-ce qui se passe en France? Eh bah c'est un peu la foire, hein. Le Nutri-Score c'est quasiment devenu un moyen de publicité supplémentaire pour les marques, qui peuvent l'afficher lorsque celui-ci est bon, ou en tout cas ne pas l'afficher pour ne pas se desservir lorsque celui-ci est mauvais pour cause de qualité nutritionnelle catastrophique tout simplement. Et même dans le cas où il est affiché, eh bah celui-ci n'est même pas parfait. Même si je l'admets, c'est pas forcément facile de faire un outil parfait à aussi grande échelle. Ah, les critères du Nutri-Score. Un peu une relique, n'est-ce pas? Pourquoi tes gâteaux préférés sont notés E alors que par exemple des raviolis en boîte sont notés B? Eh bah, tout est une question de composition, quoique un peu superficielle à mon goût. Alors, historiquement, pourquoi je fais une Stéphane Bern alors que c'est sorti en 2016? Eh bah, le Nutri-Score, il se base sur ces critères-là. La quantité de sucre, de gras saturés, de sel et d'énergie, soit les mêmes qu'au Chili. Mais par contre, on a également des nutriments positifs, comme par exemple les protéines, les fibres ou encore le pourcentage de fruits et légumes dans le produit. Donc on est réellement sur quelque chose de plus complet qu'au Chili, puisqu'au Chili, eh ben, on blâme seulement les aliments de mauvaise qualité. Et à partir de la quantité de chaque nutriment pour 100 grammes dans le produit, eh ben, on obtient ce fameux score. Bah alors c'est quoi le problème? Les critères ils sont complets, tout va bien, non? Et bien justement, si on pousse un tout petit peu plus l'analyse nutritionnelle, et ben on se rend compte que ces paramètres-là sont pas super complets finalement. La quantité de graisse saturée dans un produit, c'est certes intéressant pour déterminer son profil lipidique, mais un faible taux de graisse saturée ne promet pas un bon profil lipidique du produit. Les frites par exemple, elles sont notées C, alors que des frites de fast-food qui sont passées dans l'huile bouillante et en plus de l'huile de tournesol, et ben c'est principalement deux sources de lipides en plus des graisses saturées. Des acides gras trans, qui sont vraiment les pires pour la santé cardiovasculaire, et en plus de ça, des oméga 6 qu'on a déjà en trop grande quantité dans notre alimentation. Ou en tout cas, on a une trop faible quantité d'oméga 3 dans notre alimentation pour contrebalancer cette quantité d'oméga 6. Donc avec ces quantités d'acides gras trans et d'oméga 6, et ben ces frites deviennent vraiment un véritable poison. Et là, ça soulève d'après moi le vrai problème du Nutri-Score, qui ne prend en réalité pas en compte le niveau de transformation de l'aliment. Un aliment transformé, c'est un aliment qui a été transformé afin d'avoir une texture, un goût et au final un produit bien spécifique. Et s'il est aisé pour beaucoup de personnes de concevoir qu'un aliment tel qu'un steak haché de bouchées à 10% de matière grasse par exemple, est un aliment de bonne qualité, très peu transformé et qu'on peut consommer assez régulièrement, pas tous les jours, mais par exemple 1 ou 2 fois par semaine sans aucun problème, il est beaucoup plus difficile à concevoir que celui-ci est noté C, alors que son homologue végétal, un steak de soja hyper transformé qui contient au total 12 aliments, oui j'ai compté, lui est noté A. De la même manière, un Coca Zéro est noté C, soit la même cotation qu'un jus de pomme pressé alors que celui-ci est très peu transformé. C'est donc là d'après moi vraiment le paramètre qui échappe au Nutri-Score. Et ce, même s'ils font des efforts, on a des paramètres et des critères qui ont évolué et qui ont été remis à jour le 1er janvier 2024. Avec notamment la quantité de sucre et de gras saturé qui est beaucoup plus sévèrement sanctionnée par rapport à avant, même si on l'a vu c'est pas forcément des paramètres parfaits. Ou encore des barèmes plus variés avec notamment dans la catégorie boisson la possibilité de mentionner le fait en fait tout simplement qu'un aliment contient des édulcorants, ce qui va déteindre sur la note. Mais par contre, les ingrédients comme les conservateurs ou encore les additifs, eux, ne sont pas du tout pris en compte dans la note, alors que pour certains, ils sont déjà considérés comme potentiellement cancérigènes. Comme par exemple certains colorants, vous savez, les E3200, je sais pas quoi mes couilles là. Les perturbateurs endocriniens aussi, bref, autant de paramètres qui ne rentrent pas en compte et qui échappent au Nutri-Score. Bon, alors comment on fait pour savoir si un aliment mérite d'être dans notre caddie si le Nutri-Score n'est pas totalement fiable? Parce qu'évidemment, un produit qui contient une haute quantité de graisse saturée mais qui a été très peu transformé, comme par exemple du fromage, est bien meilleur pour votre santé que par exemple un produit hyper transformé dont les huiles ont été hydrogénées, dénaturées, etc. mais qui contient quand même moins de graisse saturée. Et on repère aussi des trucs bizarres dans les ingrédients, par exemple les trucs qu'on ne connaît pas. Comme par exemple la polydextrose, ah tu sais pas ce que c'est c'est du sucre. Et il y a aussi les E machin truc là, et donc là pareil, tu les comptes ou en tout cas tu regardes le nombre et s'il commence à s'accumuler, tu devrais mieux fuir. Ensuite, si le produit passe l'étape de la vérification des ingrédients, vous pouvez vérifier ensuite les valeurs nutritionnelles, où là le Nutri-Score peut vous aider, surtout si vous ne vous y connaissez pas des masses. On peut regarder par exemple le profil lipidique de l'aliment, qu'on peut deviner par exemple en regardant la quantité de graisse saturée, mais également en regardant les huiles qu'il contient tout simplement dans les ingrédients. On peut le deviner via ça, mais également la quantité de sucre, etc. Et enfin, on peut évidemment aussi s'attarder sur le mode de conservation, avec notamment les surgelés qui sont pas si mal que ça finalement, et la mise sous vide sous plastique là qui est pas si top que ça. Et le prix aussi, faut pas déconner. Bon allez, je me casse. J'espère que cette petite vidéo avec l'ambiance Nutri-Score A vous aura plu. Regardez, A, E, A, Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Bref, à faire péter la vidéo comme il se doit. Et sur ce, ciao!